bienvenue dans Génération Nomade, le podcast qui parle de liberté, de famille et d'aventure. Je suis Aurélie de la famille My Nomade et chaque semaine je vous emmène à la rencontre de familles incroyables qui ont entrepris le projet fou de réaliser leurs rêves. Ensemble, découvrons cette génération qui redéfinit le sens de la liberté. Quelle est leur histoire, quels sont leurs défis et surtout, quelle est la clé pour devenir une famille nomade ? Attention, ce podcast risque de déclencher chez vous des envies de changement. Vous êtes prévenus. Allez, c'est parti pour le premier épisode de Génération Nomade. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une famille assez incroyable. Entre consommation responsable, instruction en famille et nomadisme, vous partagez votre aventure familiale et vous nous faites voyager. En Europe d'abord, puis sur les magnifiques routes d'Asie que vous arpentez avec Okami, votre fidèle compagnon de route. Sylviana et Yannick du compte Instagram L'amour en vadrouille, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui et je vais commencer par vous demander de vous présenter. Bonjour Aurélie et merci pour cette invitation. On est ravis de pouvoir échanger avec toi et parler de nous. Nous sommes donc Yannick et Sylviana. Nous voyageons donc depuis 5 ans maintenant. On a fêté nos 5 années de nomadisme le 26 avril dernier. Voilà. Et on voyage avec nos 3 enfants. Luna qui a 13 ans, Liam qui a 11 ans, Maya qui a 8 ans. Voilà. Parfait, une aventure familiale. Avant de commencer à parler vraiment de nomadisme, moi j'aimerais savoir à quoi elle ressemblait votre vie avant tout ça. Avant de décider de tout vendre et de partir sur les routes, qu'est-ce qui se passait avant ? On a fait beaucoup de chemin. Avant ça a été un très long cheminement, puisque quand on s'est rencontrés avec Yannick, on était loin de tout ça. On était plus dans un mode de consommation, une vie sédentaire classique, comme monsieur et madame un tel. On consommait, on faisait pas du tout attention. On faisait à l'époque, on n'avait pas encore les enfants, on faisait la fête, voilà. Et puis quand on a eu Luna, on a commencé à changer nos habitudes de consommation. On a voulu consommer plus responsable. Et puis il y a eu un vrai changement à partir du moment où on a fait le choix de déscolariser les enfants. Donc à l'époque, Luna et Liam, qui étaient en école maternelle. Et à partir de ce moment-là, notre vision du monde a changé, notre entourage a changé. Oui, on avait envie d'autre chose. Et du coup, on s'est dit, on n'avait plus cette contrainte en fait d'emmener les enfants à l'école, etc. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit que tout était possible. On avait la possibilité de mener une autre vie que celle de monsieur et madame tout le monde, en fait. Et qu'est-ce qui fait le déclic ? Comment, à un moment donné, on se dit, puisqu'en plus, vous les avez scolarisés au début, pourquoi est-ce que vous faites ce choix de changer les choses et de déscolariser les enfants ? Alors, quand les enfants étaient à l'école, Liam a fait sa première année en maternelle et ça s'était pas super bien passé. En fait, il avait du mal à se conformer au cadre de l'école et ça fait que on s'est posé beaucoup de questions. Il n'était pas bien, là où il était hyper créatif, hyper enjoué tous les jours, il était devenu plutôt presque morose, un petit peu, je dirais. Et c'était un petit peu dommage, donc on s'est posé la question de faire autrement. Donc on avait pensé aux écoles alternatives, on s'était dit qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et on avait entendu parler d'un documentaire, on avait Être et devenir. Et en fait, on a regardé, on a mis du temps avant de le regarder parce qu'on savait que ça nous ferait sûrement basculer. Donc on s'était dit, on avait peur de sortir de notre zone même pas de confort, d'habitude en fait un petit peu. Et on s'est dit, donc on a fini par le regarder et on a entendu parler pour la première fois d'instruction en famille. Et on s'est dit que ça correspondait complètement à notre vision. Et en plus, ça s'accordait assez bien à ce qu'on faisait en termes d'organisation professionnelle. Parce que moi, je travaillais à la maison déjà. Donc en fait, c'était juste un petit ajustement à faire à l'époque. Oui, c'était presque simplifier les choses finalement que d'aller dans ce sens et en plus, ça arrangeait le cadre de vie des enfants. Ne pas les contraindre à aller sur quelque chose qui Complètement. ne leur correspond pas.
Exactement. Et puis, enfin, l'élément déclencheur quand même du choix enfin, de notre réflexion en fait à proposer autre chose aux enfants. En fait, un matin, Liam s'est mis en pleurs en fait, mais en crise. Il était vraiment pas bien, en nous suppliant de pas l'emmener à l'école, en fait, qu'il avait peur, etc. Du coup, enfin, nous, ça nous a beaucoup bousculé en fait. On a essayé enfin, on a cherché à comprendre et du coup, Liam s'est exprimé, nous a expliqué. Euh, et voilà. Du coup, c'était au-delà du cadre, en fait, c'était le bien-être de nos enfants. Voilà, les respecter eux en tant qu'individus et qu'ils aient pas peur d'aller dans un endroit. Enfin, pour nous, c'était pas concevable qu'ils aient peur d'aller quelque part, en fait. C'était pas possible. Donc, c'était les sécuriser à ce moment-là. Notre réflexe, c'était de les sécuriser. Donc, du coup, ça vous emmène petit à petit à adapter les choses et à vous rendre compte qu'effectivement, il n'y a plus forcément de contraintes à devoir rester à un endroit bien spécifique. Et donc, ça vous ouvre les portes petit à petit. Bah, en fait, la première chose, enfin, moi à l'époque j'étais assistant maternel, donc je gardais les enfants d'autres personnes chez moi, enfin chez nous, et en fait, suite à ce choix euh, d'instruction, les parents ont préféré qu'on arrête le contrat. Bon après, enfin voilà, chacun son truc. Et en fait, on s'est dit, bah du coup, assistant maternel, je pourrais faire ça n'importe où. Il suffit juste d'avoir un chez soi. Euh, ton travail, toi, tu travaillais dans le milieu bancaire. On peut demander une mutation, c'est toujours quelque chose qui se fait. Et en fait, on s'est dit, on peut, du coup, on peut aller où on veut, quand on Vivre veut, on peut ailleurs, faire ce qu'on veut, vivre ailleurs si on a envie, dans une autre ville, un autre Hmm. pays. notre région. Y a rien qui, on n'a pas de barrière. On n'a pas de barrière. On se rendait compte vraiment qu'une fois que tu t'enlèves l'école des enfants, il y a plus grand chose qui te rattache à un endroit. Enfin, moi, j'ai jamais été attaché à mes jobs particulièrement. Toi, Si toi, plus. t'aimais bien, mais après, tu savais que tu pouvais le pratiquer ailleurs. Du coup, on pouvait partir, c'était pas grave. On avait déjà emménagé à Nantes. L'un et l'autre, on n'est pas originaire de Nantes, donc c'était pas grave de repartir. C'est non, il y avait cette forme de liberté un peu grisante de se dire et si on allait ailleurs? Oui. Ailleurs, c'est possible aussi. Et du coup, notre première réflexion, ça n'a pas été du tout le nomadisme. C'était pas du tout à l'ordre du jour à ce moment-là. Enfin voilà. Et nous, c'était plutôt de déménager, aller ailleurs, aller dans un autre Hmm. endroit. Et du coup, ça a été, enfin, on avait envie de soleil, enfin voilà, de De soleil. cocotiers et tout ça, de jolies plages. Et du coup, notre choix s'est porté sur la Martinique. Et on est parti là-bas. Et en fait, ça s'est pas du tout déroulé comme on l'avait souhaité. Yannick a fait un burn-out, enfin voilà, Hmm. personnel, on va dire ça comme ça. Et du coup, bah c'est pas grave en fait. On revient en métropole. Et c'est ce retour en métropole en fait où les choses ont changé en fait. Notre vision du monde a changé. Et où Yannick a eu un déclic, Ça je ne m'a sais pas. apparu sur les derniers jours de Martinique. Alors c'est moi en gros qui ai initié le fait qu'on rentre en métropole. Et sur les derniers jours, 10 derniers jours qu'on a passé en Martinique, en fait, je me disais, mais enfin non, c'est une connerie, il faut pas se barrer, c'est trop bien ce qu'on est en train de faire. Et comme on avait tout amorcé pour le retour, je me disais, ouais, c'est chaud, je peux rien dire. Donc j'étais coincé dans mon propre truc, en fait, c'était horrible. Mais donc on est rentré quand même, et on est rentré au mois de juillet, Juillet. genre 20 juillet, un truc comme ça. Et franchement, il faisait un temps pourri. C'était horrible. 20 juillet, tu te dis, il va faire beau, il va faire chaud, donc pas trop de dépaysement, c'est pas grave. On était parti de là-bas, c'était la saison cyclonique, donc de toute façon, il y avait une tempête tropicale qui arrivait, c'était pourri. On arrive en France, il pleut, pareil, il fait froid, il fait moche. C'était un peu la dépression. Et donc, ouais, non, c'était un peu dur. Et la première nuit, bah, du coup, moi, j'arrive pas à dormir. Je me dis, on fait une connerie, c'est pas possible et tout. Et en fait, je tombe sur. Tu scrolles sur les réseaux. Je passe ma nuit sur les réseaux sociaux. Pas mal à l'époque, hein, quand même. Je tombe sur un post sur Facebook d'une famille
qui est en Afrique avec ils avaient 2 enfants, un 4x4, une remorque, une tente de toit. Et je me dis, mais Incroyable. ça, c'est un truc, mais c'est canon, c'est trop bien ce Mm. truc-là. Et je regarde, et puis en fait, je me rends compte qu'il y a plusieurs familles qui font ça. Et je me dis, c'est pas possible. C'est un truc de malade, faut faire ça, c'est trop beau. Je voyais des vidéos, ils étaient comme ça, roulés dans le désert, ils ouvraient leur tente pour dormir en plein milieu de la savane. Je me disais, mais c'est terrible. Et en fait, le lendemain matin, en fait, j'attendais avec impatience que Sylviana se réveille, j'en pouvais plus parce que je voulais qu'elle se réveille, je voulais lui dire, punaise, c'est trop bien, faut qu'on fasse ça. Et donc, quand elle se réveille, je la graisse un peu parce que moi, je suis déjà attaqué, hein. Ça fait des heures que j'attends qu'elle se réveille. Et je lui dis, dis, j'ai une idée, on va faire un truc, ça va être trop bien, tu vas voir, on va faire le tour du monde en 4x4 avec une tente de toit. Et puis, ouais, je pense que la phrase, à peu près, ça devait être un truc du genre, t'es complètement taré, tu vas nous faire rentrer. Et là, tu veux qu'on parte comme ça, alors que tu me disais que tu voulais ton confort de la ville, que t'avais perdu, machin. Et là, tu vas aller te foutre au milieu de nulle part dans un 4x4 avec ta tente de toit. Et je lui dis, ouais, je pense que ça pourrait être cool. Donc voilà, donc c'était l'idée débile du début. Il se passe quoi dans ta tête, Sylviana? Oh bah, du coup, je me dis, il est fou, en fait. Enfin, ou du coup, j'ai loupé un truc. Il est fou. Et en fait, j'ai réfléchi. Alors, moi, enfin, je suis aventurière. J'aime bien, moi, que ça bouge et tout ça. Et j'ai été habituée à bouger avec mes parents quand j'étais enfant. Ouais. Et, du coup, il m'a pas fallu très longtemps pour lui dire, bah, ok. La seule chose, c'est qu'il faut qu'on gagne de l'argent sur la route parce qu'on n'a pas d'argent de côté. Donc, il faut qu'on trouve le moyen de gagner de l'argent et on voyage et moi, je te suis où tu veux. Donc, il me dit, bah, ok, on fait ça. Et puis, je lui dis, il faut qu'on en parle quand même aux enfants parce qu'on n'est pas tout seul, on est quand même 5. Donc, le soir même, on organise un petit apéro dînatoire avec les enfants. On leur parle de cette idée, de ce projet. Et là, ils sont hyper enthousiastes. Mais oui, ça va être trop bien, c'est génial. Bon, bah, écoute, c'est parti. Voilà. Donc voilà, le démarrage de notre aventure s'est fait ce soir de juillet, ce soir de juillet Ouais, 2019. Non, non, 2017. 2017. Entre le moment où vous rentrez et le moment où, ok, vas-y, feu, on y va, il se passe combien de temps à peu près? Je sais pas, une douzaine d'heures. Ouais, une journée, même pas. Non, on est rentré, on Ok. a dû arriver à Nantes Ouais. à 17h et on a dit d'accord le lendemain à 8-9h, un truc comme ça, Magnifique. tu vois, du matin. Ok. C'est, Et donc là, du coup, c'est un énorme challenge parce que ça veut dire il faut construire tout ce projet, mais aussi, c'est ce que tu disais, professionnellement parlant, ça remet les cartes un peu sur la table et il faut tout refaire. Comment ça vous fait pas peur cette étape-là à ce moment-là? Alors, faut remettre les cartes sur la table. Alors, surtout de mon côté, puisque du coup, Yannick est assistant maternel et à ce moment-là n'a pas de boulot, du coup, plus de temps pour réfléchir. Mais moi, je suis en CDI dans un établissement bancaire. Et du coup, faut que je quitte 15 ans d'entreprise, tu vois. Ok. Un Mhm. CDI, enfin voilà, où du coup j'avais cette sécurité d'emploi que je ne vais plus avoir. Bien Donc sûr. ce qu'on fait à ce moment-là, c'est mais du coup c'est ok pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai envie de quitter ce milieu-là et en fait je me dis c'est le moment ou jamais en fait, c'est l'opportunité qui arrive au bon moment finalement. Et du coup à ce moment-là, on réfléchit à tous les métiers qu'on peut faire, voilà sur la route et tout. Ok. Et donc on regarde encore sur les réseaux sociaux. Mm. Et là, on découvre Stéphanie Subrini du compte Instagram Kiffe ton nomadisme, qui a été hyper inspirante pour nous à ce moment-là et qui a été vraiment elle nous a été de grands conseils, d'une grande aide à ce moment-là, clairement. Et puis on découvre d'autres familles qui sont aussi nomades et qui font des métiers qui sont plus que nomades. En fait, ils sont nomades digitaux, c'est-à-dire qu'ils bossent. Enfin, c'est vrai, vraiment, ils travaillent en se déplaçant en fait. Et donc on se dit, mais en fait c'est possible. Donc il faut juste qu'on trouve les métiers qui nous correspondent. Et là c'est pareil, on n'a pas cherché très longtemps. Yannick est féru d'informatique, du coup voilà, pour lui, les codes informatiques, tout ça, créer site internet, c'est arrivé assez naturellement. Et moi, j'aime écrire depuis longtemps.
Et du coup, assez naturellement aussi, je me suis dirigée vers la rédaction web. Et à ce moment-là, on est avant le Covid, on est d'accord? Le Ouais, Covid n'est pas encore passé par là. non, non. On est en 2017. Vous trouvez facilement des formations, des ressources? Est-ce que vous avez accès facilement à toutes ces ressources-là pour pouvoir vous former et monter en compétences? Ouais, à cette époque-là, enfin, il y a beaucoup, il y a des formations gratuites. Enfin, moi, je parle pour mon côté, par exemple. Il y a des formations gratuites, enfin, des sites où on peut se former gratuitement. Il y a aussi des pseudo-écoles, des formations accélérées, en fait, qui te permettent d'acquérir une petite base de compétences. Et, euh, et du coup, on essaye de profiter de ça pour se dire, bah, au moins, enfin, moi, j'ai une base là-dessus. Toi, bah forcément. Après, c'est des métiers digitaux. Donc, en fait, on trouve assez facilement à se former. Alors, il faut faire le tri, bien sûr, dans ce qu'il y a. Mais toi, par exemple, tu te formes auprès d'une famille qui est déjà nomade Nomade digital, digital, la famille Nomade Digital, du coup, son nom aussi. ce qui, Et du coup, je me Ouais. forme à la rédaction web aussi auprès d'eux, qui sont nomades depuis très longtemps et ben, voilà, qui n'ont plus rien à prouver non plus. Ouais, Euh, qui font partie des tout premiers, ouais. voilà, ouais. Et du coup, on se forme comme ça. Et puis après, on fait beaucoup d'auto-formation aussi, hein. Et toujours aujourd'hui, hein, on se forme Hmm. beaucoup à titre perso, enfin voilà, enfin, professionnellement, mais tout seul aussi. Et alors, à partir du moment où vous rentrez dans ce processus de formation et de montée en compétences, il vous faut combien de temps pour réussir à retrouver un équilibre et une stabilité que vous pouviez avoir avant? c'est un peu la stabilité, c'est toujours un truc compliqué. En fait, on décide d'être freelance. Du coup, on quitte un petit peu la sécurité du comment ça s'appelle De du l'entreprise. CDI, du salaire qui tombe tous les mois, des trucs comme ça. Et tu te dis, il faut que va falloir démarcher tes clients, va falloir trouver. Mais comment je dirais, on a de la ressource, tu vois, Hmm. on a, on- à l'époque, il n'y a pas forcément un grand réseau de nomades digitaux Encore. qui est vraiment créé. Il n'y a rien de très très soudé. Et on sent que, tu es même dans les nomades digitaux, on est un peu à part. Parce que malgré, alors déjà, on est en véhicule, donc on n'est pas comme beaucoup d'autres. Ok. On est quand même une minorité à être en véhicule. Et, euh, et on va pas dans les mêmes endroits tout de suite. Là où les gens, les nomades digitaux, tu les retrouves beaucoup, par exemple, tu vas être au Mexique, en Hmm. À Thaïlande, à Bali. Bali, des trucs comme ça. Nous, on est au fin fond de la Turquie ou dans les montagnes pakistanaises. Du coup, on est tout seul. C'est plus délicat. Mais, mais on s'accroche, on trouve de toute façon, on essaye de multiplier enfin, de diversifier nos compétences Ouais. afin de proposer quelque chose enfin, d'avoir justement plusieurs cordes dans notre arc et proposer quelque chose qui sera, alors, qui aura le plus de chances d'être complètement adapté aux Oui, clients qu'on a en bien face sûr. de nous. Et comme on dit toujours aussi, le client, si aujourd'hui on ne sait pas exactement faire ce dont il a besoin, nous on le fait. En fait, c'est pas, on apprend. Aussi. On, si le client, c'est par exemple pour ma part, s'il y a besoin de développer sur une technologie que je connais pas, je dis bah ok, tu me donnes une semaine de délai, moi je me forme et puis comme ça c'est bon, c'est parti quoi. Une fois que tu as mis en marche la sphère de l'apprentissage, ça prend et tu es dedans et tu t'arrêtes pas, quoi, finalement. Ouais. Exactement. Hmm. Ok. Donc là, si on revient juste un tout petit peu en arrière, donc vous partez avec un premier véhicule, vous faites quelques essais, si je dis pas de bêtises, Mhm. avant de partir et de tout vendre. Oui. Ok. Comment ça se passe ça, du coup? À l'époque, on achète un monospace et du coup, on réfléchit quand même. On sait que ça, c'est pas tout de suite le départ, puisqu'il faut le temps qu'on se forme et qu'on mette un peu d'argent de côté, etc., qu'on achète le bon véhicule. Donc, on Alors, achète un on avait le monospace monospace. On et avait le monospace, on achète la tente de toit. Ok. ah oui, on avait le monospace. On Parce achète la que tente de toit pour tester en fait déjà. avant de se lancer dans acheter un 4x4, on va essayer la tente de toit, ça se trouve, on va pas aimer. Moi, j'ai jamais fait de camping de ma vie avant de monter dans ma tente de toit, tu vois. Donc,
Et en fait, l'essai concluant, on part en Espagne. Enfin, on adore les enfants. C'est une cabane, c'est comme une cabane dans les arbres, quoi. Enfin, voilà, C'est magique. ils adorent. Ouais, c'est hyper magique, quoi. Donc, et nous aussi. Enfin, du coup, moi, je savais ce que c'était de faire du camping, donc voilà. Mais c'est validé aussi. Enfin, voilà, c'est validé et donc bah là c'est parti quoi. Enfin voilà, à partir de ce moment-là, on bosse à fond pour pouvoir s'acheter le 4x4 qui va nous accompagner. Ça confirme. Ça confirme, voilà. Ok. Donc Du coup, on continue sur notre truc. ouais. Ouais. C'est réfléchir l'achat du 4x4 et puis comme c'était le plan au début parce qu'il y avait cette famille que j'avais vue je trouvais ça canon. L'idée c'est de faire une remorque, c'est d'avoir une remorque Ah ouais. pour pouvoir avoir une cuisine, pour pouvoir avoir du stockage pour les vêtements, la réserve d'eau, les trucs comme ça. On se dit qu'on a un minimum de confort et donc en parallèle du travail et de la formation, moi je me lance dans la construction d'une remorque. Alors que je suis jamais bricolé de ma vie, donc voilà, encore un nouveau défi. Ouais. Euh, et, euh, et on arrive au mois de mai, non, avril, fin avril, on arrive. Et en fait, on se dit, on va faire un premier voyage test comme ça, à faire un petit tour sur la forêt noire En pour Allemagne, voir ouais. en Allemagne, pour voir si ça le fait. Du coup, c'est un truc on planifie 2 semaines, 3 semaines à peu près. Comme ça, si jamais ça le fait pas, c'est facile de revenir en Ouais. arrière. Donc on commence à faire notre tour et c'est là rapidement qu'on commence à se dire en fait c'était une connerie de faire une remorque, c'était pas une bonne idée. Donc on n'abandonne pas la remorque, hein. Je vais employer un terme peut-être un peu fort, mais on se la traîne cette remorque quand même pendant ces 3 semaines qui nous confirment que c'est pas du tout fait pour nous. Mais malgré tout, le 4x4, l'attente de toi se confirme que on trouve ça canon. Et donc là, on a un nouveau défi parce que c'est quand même un gros défi. Il va falloir qu'on rentre de quoi vivre dans un 4x4 avec 5 ans, du coup à 5 avec nos 3 enfants. Et il va falloir qu'on arrive à mettre une réserve d'eau, une cuisine, un frigo et tout ça dans le coffre du véhicule. Donc là, je veux dire, on a fait monter un peu. On se disait minimalisme, mais là, je crois qu'on avait fait monter l'échelle du minimalisme encore plus haut. On avait un petit peu, on avait un gros défi en face de nous. Et là, c'est pareil, c'est do it yourself, vous faites tout par vous-même. Ouais, Ouais. tout. Oui, on fait tout par nous-mêmes. Tout, on trouvait que c'était plus. En, en fait, on voulait. J'avoue que d'avoir fait la remorque, ça m'a donné un petit peu des ailes. Je m'étais dit, j'ai fait un truc qui marche, j'arriverais bien à faire un petit Facile. truc qui marche aussi. Et j'aime bien faire des plans, faire des trucs comme ça. J'aime bien dessiner les choses comme ça. Donc je m'étais amusé à dessiner sur un logiciel AutoCAD qui permet de faire des dessins, modéliser des dessins en 3D. Et donc j'avais pris les codes précises, j'avais dessiné le meuble avec là il y aura le frigo, là il y aura la cuisine, ce sera comme ça et tout. Et franchement ça marchait, hein, ça a marché. On est arrivé avec le meuble, du coup on a monté le meuble. On avait la chance d'avoir un pote qui était alors il est élagueur charpentier et du coup il nous avait trouvé le bois, il nous avait préparé les découpes, c'était cool. On a pris une après-midi pour monter le meuble et puis au moment de le mettre dans le coffre c'était presque bon. Quand on a forcé un peu, on a redécoupé deux, trois choses et puis c'était bon. Et en fait, l'objectif, c'était ça, c'était de réussir à tenir. C'était quoi l'objectif? C'est de pouvoir tenir 4 jours avec ce qu'on arriverait à mettre dans le coffre à l'intérieur. Donc, autant nourriture, en eau et tout. En Donc, on autonomie. s'était mis un bon défi, mais c'était cool et c'était un challenge, je pense. On aime bien les défis comme ça, un petit peu tous les deux. Parce qu'on avait déjà fait des défis avant qui nous avaient forcé un petit peu à sortir de nos habitudes. Et là, on est complètement sorti du truc et c'était. Et défi relevé, puisqu'on a quand même vécu 18 mois avec ce 4x4. Ouais. Voilà, ça a été 18 mois les 18 premiers mois de notre vie nomade. Une vraie première étape. Et du coup, autour de vous, votre entourage proche, votre famille, comment ils réagissent quand ils vous voient mettre en place tout ça et remettre tout reconstruire votre vie là-dessus? C'est quoi les retours? Alors, on a deux types de retours, parce que du coup, à ce moment-là, on avait
Enfin, c'est marrant. En fait, le choix de déscolariser nos enfants nous a fait rentrer dans un autre cercle. Donc, on avait nos anciens amis de notre vie d'avant, en fait, et nos amis de Ouais, la vie d'après, en fait. Et du coup, ceux de la vie d'avant, c'était un peu, mais vous êtes complètement fous, ouais, vous allez vous quitter un CDI, enfin, Un vous CDI. êtes complètement cinglés, enfin voilà. Et puis de l'autre côté, enfin du coup, nos amis IEF, on va les appeler, enfin voilà, c'était mais c'est génialissime, vous allez oui. avoir, vous avez de la chance, enfin vous allez faire vivre une super aventure à vos enfants, c'est merveilleux, enfin voilà. Donc on avait les deux. Du coup, on a beaucoup écouté nos amis IEF. On a écouté ce qu'on avait envie d'écouter. Hein. Ouais, voilà. Mais du coup, qui ont été d'un soutien Ouais, incroyable, bien qui ont sûr. été, enfin, ils ont été sensationnels. Et puis, on a eu la famille aussi. Alors moi, de mon côté, je vais parler. Moi, j'ai plus mes parents, j'ai plus que ma sœur, et puis j'ai encore ma nounou enfin, qui est ma deuxième maman. Et alors ma sœur nous soutient. Enfin voilà, elle est Ouais. ok. Enfin, vous êtes fous, mais c'est trop bien en fait. Et puis j'ai ma nounou à qui enfin, j'appréhendais d'annoncer la nouvelle. Et en fait, quand on lui a dit, elle dit, mais vous avez trop raison, faut pas attendre que je sois morte pour partir, pour faire vous vivre vos rêves, c'est trop bien, allez-y. Voilà, donc Ouais. ça a été juste magique. Moi, du coup, ces deux personnes-là qui comptent énormément dans ma vie m'ont porté, enfin voilà, c'est bon, elles valident, donc c'est tout bon. Voilà, je pars sereinement. Ouais. Tu as eu la validation Oui, psychologique, en tout voilà. cas le soutien de leur côté, donc pour toi, c'est Je OK. pense que si je l'avais pas eu, on serait parti quand même parce que c'est quelque chose Oui, qui bien était. sûr. Mais du coup, le fait d'avoir ce soutien, c'est Ouais. juste magique, quoi. Tu es porté par ça. Et vous, dans vos têtes, entre le moment où ce retour fin juin et le moment où vous partez, où vous prenez vraiment la route pour ce tout premier départ, est-ce qu'à un moment, il y a des doutes? Est-ce que vous vous dites, merde, est-ce qu'on a pris la bonne décision? Est-ce que il y a des moments comme ça ou pas du tout? Quand tu rends les clés de chez toi, ah, on était en location, hein, et quand tu fais, déjà quand tu vois ton Ouais. appartement qui est tout vide, parce on a en gros tout donné, Tout vendu, tout et, donné. euh, et là vient le jour où tu vas faire l'état des lieux, et ouais, tu te dis, t'es sûr Ouais. qu'on fait pas une connerie quand même, c'est pas un peu débile. Alors après, on se disait, c'est pas grave, au pire, on est en juin, on a une voiture, on a une tente de toit, ça fait une On a maison. une maison. Euh, Au pire, on se débrouille. Bon, Ouais. on tiendra pas l'hiver, mais Au pire, ça au passe. pire, ça passe. Et, et puis voilà, je crois que c'est le seul moment. Ouais, c'est le C'est le seul seul moment. moment. Il y a eu deux, trois moments un peu bizarres, tu sais, après. Euh, mais ça, c'était plus tard, quand on a fait le shipping entre l'Inde et la Malaisie. On est resté un mois dans un appartement. Et je me souviens m'être demandé, je crois que c'était la veille de repartir, c'était vraiment est-ce qu'on va savoir encore faire? Parce que ça faisait un mois qu'on n'avait pas fait. Ouais. Et je me disais, est-ce qu'on va savoir Hmm. enfin, redormir dans les tentes, les trucs comme ça. Et puis, et puis ça part tout Après de suite. avoir En fait, connu le confort. ouais, tu rouvres la tente et tu dis, en fait, c'est ça le vrai confort. C'est ça qui est génial. Donc, Hmm. c'est bien de retrouver une douche chaude. C'est le seul truc. Mais en fait, c'est pas grave, une douche chaude, on en trouvera quelques ailleurs. Tant pis. On attendra un petit peu. Les douches froides, c'est bien quand il fait Ouais, chaud. bien sûr. C'est pas grave. Ça réveille et ça entretient. C'est une bonne option. Les douches froides, c'est bien quand on a chaud, comme on a chaud ici en ce moment. C'est bien. On est bien d'accord. Donc là, quand vous repartez, enfin quand vous partez officiellement au tout début, vous avez un itinéraire qui est tracé. Vous savez déjà où vous allez ou pas forcément et vous allez où le cœur vous dit. On a quelques objectifs, mais ça reste assez large parce que le premier objectif, c'était la Thaïlande. C'était le gros objectif qu'on Mm. s'était fixé. Et du coup, c'est très très loin encore de ce qu'on part faire. Euh, on part en juin. L'idée, c'est d'essayer de profiter un petit peu. On voulait descendre dans le sud de la France déjà pour aller voir la sœur, Sylviana. Et puis après, c'était se balader un petit peu. Et il y avait toujours cette question de on ne sait pas en fait, donc du coup, bah, on verra. On sait l'objectif, c'est probablement de passer l'hiver au Maroc parce que on ne tiendra pas un hiver en France. En tente de toit, c'est compliqué sans chauffage et tout.
Mais en attendant, on est fin juin. Mhm. On a donc, on a en gros 3 mois encore devant nous avant qu'il commence à faire frais. Donc on est tranquille en fait. Et en fait, on part en Italie. Mhm. On part faire un tour dans le nord de l'Italie, mais c'est pas du tout prévu. C'est plus on est dans le sud, c'est qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, l'Italie c'est pas loin si on y allait quoi. Et on a alors malgré tout, on a une chance incroyable en tant que citoyen européen, c'est de se dire on peut se balader dans un paquet de pays parce que quand même 27 pays c'est énorme, librement rentrer comme ça. Et donc ouais, sur un coup de tête, on part à Briançon, on se dit demain, on prend la route, on va aller voir Turin, à quoi ça ressemble. Et puis après, l'idée, c'est d'aller jusqu'à Venise pour voir. Mais tu vois, il y a pas de plan. Non, le seul plan, c'était on ira, euh, on ira en Espagne quand on aura froid. Quand on Mhm. s'est dit on part, on a quand même ouvert la carte du monde sur la table avec les enfants et puis on a choisi là où on voulait partir. Et donc c'est la Thaïlande, en tout cas c'est ce coin-là du monde qui nous a tous attirés, les plages, le soleil, il fait chaud, enfin voilà, La Thaïlande des voilà. magazines. Mmh. Et du coup, voilà, c'était ça notre objectif. Peu importe la route qu'on allait prendre, peu importe le temps que ça allait nous prendre, c'est là qu'on voulait aller. C'est là qu'on, c'était notre objectif. Et les enfants, quand vous partez, ils sont tout petits. Finalement, ils ont presque toujours vécu dans ce cadre de vie. Est-ce que c'est déjà arrivé une fois qu'ils vous disent faudrait qu'on fasse une pause ou alors on arrête, on veut retrouver une vie entre guillemets standard. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'ils vous fassent ce type de demande-là? On a eu de la pause un peu. Ils voulaient une petite pause. Quelques jours, parce qu'on a eu des demandes particulières. On a eu, je voudrais un canapé. Hmm. Tu vois, par exemple. Donc, ok, alors on va essayer de Ouais. trouver un endroit, louer un petit appartement pour avoir un canapé. Comme ça, on a un canapé, ils sont contents. Euh, on a eu des moments où on était vraiment à vouloir peut-être ralentir un petit peu parce que on a eu des moments où on a beaucoup roulé, comme on va faire bientôt. Et en fait, c'est ces moments où tu roules beaucoup, tu as besoin, après tu sens que tu as besoin de t'arrêter un petit peu parce que tu cours tout le temps. Et c'est un peu épuisant. Mais c'est les seules demandes. Rentrer, pour l'instant, on a plutôt des grimaces quand on demande est-ce que vous voulez rentrer? Non, surtout pas. C'est, pour l'instant, on continue de voyager. C'est contrairement, tu vois, à d'autres enfants euh, qui, ont, euh, qui ont été à l'école longtemps et qui ont pu Ouais. justement se retrouver avec les copains, les copines d'école. Du coup, il y a cet arrachement un petit peu. Euh, notre cercle IEF, en fait, il a démarré sur Nantes. Enfin, on a rencontré que des gens qui étaient sur Nantes. Et, euh, et petit à petit, des gens ont déménagé. En fait, il y en a qui ont déménagé aux alentours de Nantes et il y en a qui ont déménagé à l'autre bout de la France. Donc, en fait, c'était pas difficile, pas de dire au revoir, mais en fait, c'est pas difficile de s'éloigner des copains parce que c'est déjà un peu le cas, c'est déjà un peu arrivé et c'est pas grave, on sait qu'on les revoit. Puis ouais, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui qui leur permettent de se voir de temps en temps, une visio. C'est pas se voir en vrai, mais ça fait toujours du Ça bien. garde du lien. Ouais, il n'y a pas eu d'arrachement ou de déchirement, ça a été progressif et ça s'est fait naturellement finalement. Non. Vous disiez que ça vous arrive de temps en temps, donc vous êtes en véhicule. Aujourd'hui, donc vous avez Okami qui est un camion aménagé, vous avez deux tentes de toit maintenant. Est-ce que de temps en temps, ça vous arrive donc de prendre des locations pour faire des pauses, retrouver un peu de confort? Alors ça nous arrivait ici au Laos où on est actuellement. Mais je pense qu'on a très chaud et que du Ok. coup on a besoin de se poser. On sent que la chaleur là nous fatigue. Ça fait, enfin voilà, ça va faire plus. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu froid vraiment. Enfin, tu vois. Et là, la chaleur, on commence. Enfin, nos corps, on sent bien que nos corps de petits Européens sont pas forcément faits. Et en tout cas, on n'a pas de climatisation, on n'a pas. Enfin, tu vois. Et du coup, nos corps n'ont pas le temps de se Hmm. reposer. Donc là, on a fait le choix effectivement depuis qu'on arrive au Laos de se poser de temps en temps dans une guest house pour une nuit, profiter un peu de la clim, une douche. Enfin voilà. Mais Après, c'est beaucoup arrivé pour des raisons.
pratique aussi là. Alors pratique, je sais pas si c'est le bon mot, mais parce qu'on nous a demandé Oui, de aussi. pas dormir dans les champs ou dehors ou Aller en en nature. nature. Et du coup, ils nous disent, il fallait dans la guest house. Ok. Alors, une fois que tu es dans la guest house à Ouais. dormir sur le parking, va dire aux enfants, non, non, on n'ira pas dans la chambre climatisée avec la douche chaude. Non, non, vous restez à dormir dehors, dans le chaud, avec les Oui, bien moustiques sûr. et la douche froide. Du coup, on n'est pas très. C'est difficile de rester, tu sais, de tenir parce que non, ils ne sont pas d'accord. Crédible. Non, la douche et le grand lit, c'est bien aussi. Bien sûr. Ça vous arrive de temps en temps d'avoir des difficultés pour se stationner, pour trouver un spot tranquille? En Asie, ça vous arrive? Ou alors est-ce que c'était plus en Europe où c'était compliqué? Non, en Asie, je peux pas dire ça arrive vraiment. On a des endroits où on sent que c'est un peu plus difficile. Tu Oui, sais, c'est touristique, ou tu es près d'un endroit, un temple ou oui. quelque chose comme ça. Alors c'est un peu délicat. On va avoir, tu vois, dans le Mm. nord de l'Inde, on l'avait vu, t'as des champs partout. Du coup, tu peux pas dormir dans les champs. C'est des rizières. Mm. C'est pas toujours simple de trouver des endroits entre les champs. Mais sinon, globalement, en Asie élargie, hein, je vais prendre l'Asie à partir de la Turquie, c'est Facile. très facile. On a eu deux, trois pays où en fait, les gens n'ont pas l'habitude de voir des véhicules aménagés. Ils ont l'habitude de voir des gens en tente, parfois, euh, qui vont dormir dans des jardins de personnes et tout, donc ça va, des jardins privés. Mais les véhicules aménagés, ils n'en voient pas. Là, tu vois, comme ici au Laos, tout à l'heure, encore tout à l'heure, tu vois, on nous a dit, c'est pas, vous pouvez pas rester dormir là, il faut dormir dans une guest house et tout. Et nous, on a dit, enfin, moi, je lui ai expliqué, bah ouais, mais non, enfin, j'ai pas envie de dormir dans une chambre à 30 dollars, alors que j'ai mon camion, si je peux faire des économies, je suis content. Et, mais c'est pas, en fait, on en discutait avec un Espagnol qui était avec nous aussi. Et le problème, c'est pas que c'est interdit, c'est que c'est ni interdit ni autorisé. Il n'y a pas de législation par rapport à ça. Donc c'est plus, il y a ce flou un petit peu juridique de temps en temps où ils savent pas quoi faire de toi. Mais Et puis surtout, ils ont peur pour nous, en fait. À chaque fois, ils nous disent que c'est pour notre sécurité. Alors, du coup, nous, puis en fait, on craint rien. Enfin, voilà, on sait qu'on est dans ces pays qui sont sécures. Et tu vois, par exemple, là, au Laos, il y a un taux de délinquance qui est infime, enfin tu vois, c'est 0, je sais pas quoi. Enfin voilà, du coup on n'a pas de crainte, on n'a pas de peur, mais du coup c'est d'autres peurs aussi. Alors c'est pas forcément la peur pour la délinquance, mais du coup ils ont des croyances, ils ont la croyance des esprits, etc. Et du coup ça va être plus des croyances, enfin ces croyances-là qui vont faire qu'ils ont peur pour nous en fait. Donc c'est du coup, ça nous enquiquine un peu, je vais pas le cacher, hein, parce que on est super bien sur ce spot-là et du coup, on n'a pas très envie de bouger. Enfin voilà. Et en même temps, on se dit, ben, en fait, on peut pas leur reprocher. Ils ont peur pour nous et c'est trop gentil en fait. Enfin, voilà, ils s'inquiètent pour nous et c'est hyper gentil de C'est s'inquiéter pour bienveillant. nous. mm, Voilà. Donc du on coup, a, on a eu le cas en Malaisie. En Malaisie, c'était l'exemple le plus frappant. On était on était en bord de rivière et il y avait des genres de petits parkings. Et donc nous, on s'est mis juste à côté de la rivière. C'était bien, il n'y avait pas de lumière, on était tranquille, loin de tout. T'entends l'eau qui coule, ça fait plaisir. Et là, dans la nuit, il y a la police. Si je me trompe pas, c'est la police qui était passée et qui nous demandait ça va et tout. Je dis, bah ouais, on est bien. Et il commence à dire, mais vous pouvez pas rester là. Ben, je lui dis, bah pourquoi? Ben, il me dit, c'est dangereux et tout. Je dis, ah bon, il se passe des choses. Il me dit, non, mais il n'y a pas de lumière. Et je lui dis, bah c'est ce que je cherche en fait, qu'il n'y ait pas de lumière, parce que moi je dors dans une tente, tu vois, ça m'arrange pas la lumière. Et en fait, ben ouais, mais les esprits avec la lumière, il vaut mieux monter là-haut, parce que là-haut, il y a un petit lotissement de maison et il y a des lumières. C'est-à-dire, bah ouais, enfin, le lotissement de maison, ça fait pas rêver, quoi. Moi, je suis bien là, tout seul près de la rivière. Et donc, ouais, j'ai dû parler avec lui un moment avant qu'il comprenne enfin, qu'il accepte, même pas qu'il comprenne, mais qu'il accepte que je resterai là. Et c'était pas grave. Enfin, pour nous, c'était pas grave. Oui, il a projeté ses peurs finalement sur votre Ouais. mode de vie qu'il connaît pas et du coup, C'est toujours avec beaucoup de bienveillance, c'est toujours avec beaucoup de respect. Il y a jamais de dégagé, de trucs comme ça. Malgré tout, contrairement à ce qu'on a pu entendre en France, où en Europe. c'est en Europe, on va dire globalement, où c'est beaucoup plus ferme.
C'est en France, enfin en Europe, c'est interdit. Tu vois, clairement, on a cette différence. Tu nous demandais entre l'Europe et l'Asie. On a clairement cette différence où, du coup, en Europe, c'est interdit. Enfin, tu vois, on a ce point. T'as pas le droit et point. Et en Asie, ben c'est ok, mais en fait, on est juste inquiet pour votre sécurité, donc on veut juste, on se préoccupe de vous, en fait. Et du coup, c'est pas du tout. Enfin voilà. Du coup, plus, même si on nous dit, ben vous pouvez pas rester là, Ouais. ici en Asie, mais du coup, on va le recevoir avec on va le recevoir très gentiment parce qu'en fait, on sait pourquoi. C'est pas que c'est interdit, c'est juste C'est pas la même approche. Nous et qui s'inquiètent en fait. C'est ça. C'est pas, vous pouvez pas rester là. On préférerait que vous alliez là. Voilà. Mais si vous insistez vraiment, bah restez là. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Ouais, c'est juste de la bienveillance. Et ça vous est déjà arrivé à vous, justement, de vous retrouver dans une situation où vous vous dites c'est peut-être pas hyper sécure, ou alors d'avoir un peu peur sur un spot ou dans une situation particulière? Alors, il y a déjà eu des peurs. Ouais. Je laisserai Sylviana raconter parce que cette histoire la concerne directement et je voudrais pas. Non, il y en a d'autres qui te concernent aussi. Mais on n'a jamais, si ce n'est, alors, ça n'a jamais été des choses par rapport à des humains, on va dire. Non. Jamais. Ah si, une fois aussi. Mais non, ça n'a jamais été. On s'est jamais senti en insécurité. De toute façon, enfin, on a toujours une règle quand on arrive sur un spot. Si on le sent pas, on se déplace. Même s'il est tard, même si c'est pas grave, on s'en va et tant pis et on fait comme ça. Ouais. On a déjà eu des petites frayeurs qui étaient généralement complètement infondées, mais ça nous a toujours beaucoup Du coup, trois anecdotes que j'ai envie de partager. Du coup, la première, on est en France, aux chutes de la Druise, qui sont juste magnifiques. Et du coup, pendant la nuit, j'entends des grognements, très fort. Et du coup, ça se répond, tu vois. Je sens, il y a pas. Et là, dans ma tête, je me dis, oh mon Dieu, il y a des ours. Et donc, j'étais en train d'engager la scène dans ma tête faut que je réveille Yannick, il faut qu'on réveille les enfants puisque les enfants étaient dans leur tente, qu'on les mette en sécurité dans le camion et enfin tu vois ça a été Du coup je réveille Yannick et je dis à Yannick il y a des ours, écoute et tout ça, puis il écoute, alors je le réveille donc voilà, il écoute et puis il me dit mais c'est pas des ours, mais je dis mais si, écoute ça grogne, il me dit mais non c'est des cerfs qui sont en train de bramer. Je dis mais non, c'est pas vrai. Ah oui. Et du coup, il me fait écouter sur son téléphone, il me fait écouter. Et en fait, oui, effectivement, c'était des cerfs qui bramaient. Donc, je me suis apaisée et j'ai profité du spectacle auditif qui m'était offert. Deuxième anecdote, donc celle-là, voilà, peur pour rien finalement. Ouais, mais pour ta défense, c'est vrai que c'est très impressionnant. C'est hyper impressionnant et c'est la première fois que j'entendais entrer en fait, enfin, tu vois. C'est ça. Deuxième anecdote, on est dans la forêt de Chambord. Non, d'Amboise. Mais ça faisait très peur. On se gare près d'un étang hyper mignon. Enfin, le spot était vraiment sympa. Et puis à 5h du matin à peu près, on entend un véhicule qui se gare. Et puis 4 heures du matin, on était dans une forêt isolée de tout. Il y avait rien. Il y avait un peu de réseau, mais on était vraiment perdus au milieu de ce truc. Et c'était vraiment la petite clairière paumée. Et c'était bizarre. Et là, je vais raconter, c'était ma peur, ça. Et 4 heures du mat, il y a une voiture qui se gare à côté de nous. Et moi, je me dis, punaise, du coup, pourquoi il y a quelqu'un qui se gare à côté de nous au milieu de nulle part, en pleine nuit dans la forêt. Du coup, il n'y a rien à faire. Et là, le gars, il commence à ouvrir son coffre et il sort, tu sais, il cherche des trucs dans son coffre, t'entends des bruits métalliques, genre des chaînes, des trucs comme ça. Et là, je me disais, punaise, on est tombé sur un tueur en série. On va se faire découper en morceaux. C'est fini, c'était bien le voyage, c'est déjà fini. En plus, on vient à peine de commencer, tu vois. On était en train de rentrer justement du tour en Allemagne. Donc, tu vois, on était tout jeune, on était au mois de juin, on n'était même pas encore parti pour de vrai. Et je me disais qu'on allait mourir. Et là, il sort des trucs. Mais alors, sérieux, il sort des trucs pendant 3/4 d'heure. Et je me dis, mais on va mourir. On va mourir, c'est la fin. Tu sais, on a une fenêtre en fait à l'arrière de la tente. Alors j'ouvre tout doucement parce que je veux pas que ça fasse de bruit pour pas qu'ils m'entendent. Et je l'observe et tout, mais je vois rien parce qu'il y a du brouillard en plus. Le temps était horrible. Et puis à un moment il passe, il contourne le 4x4 et
Et je me dis, bah ça y est, attends, je vais l'accueillir à la sortie d'attente, puis tu vas voir, je vais. Et puis il s'en va. Il s'en va sur les l'étang à côté, en fait. Il va pêcher. C'était un pêcheur en fait. Du coup, Voilà. Mais c'est et pas grave, donc, il Oui, avait il des avait chaînes beaucoup de quand même, punaise. matériel aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Des chaînes, le pêcheur. On Ouais, pêche pas à il la en avait chaîne, hein. beaucoup trop. Tu pêches pas avec. Non, c'est bizarre ce truc quand même. et du coup, dernière anecdote, et là on a moins rigolé quand même parce que ça Ouais. nous a bien fait peur. On était en Inde Ah, et en punaise. fait on se trouve un spot près d'une rivière, hyper joli, hyper calme et tout ça. Et il y Perdu avait aussi, rien pareil. perdu, hein. On est Hmm. en Inde et il n'y a personne autour de nous à au moins 3 kilomètres. Du coup, C'est trop pas, bien. c'est pas normal C'est pas déjà. normal, mais trop bien. Et donc on se pose, on mange le soir, on dîne, on se couche. Et puis vers, je sais pas quelle heure il Moi, je sais pas, était, 11h30, minuit, un 11h30 truc par comme là, ça. minuit. Il y a une voiture qui arrive et il y a quelqu'un qui descend et qui tambourine à la porte du camion. Du coup, Mais nous fort, les super forts, fort, hein. on dormait dans le camion. Il tape en mode de bourrin Ouais. sur le camion. On dormait dans le camion, donc il tambourinait et tout ça. Et puis Yannick se lève vite parce que les enfants dormaient, on voulait pas qu'ils réveillent. Et puis donc Yannick sort et le gars lui dit vous pouvez pas rester là, c'est chez moi, c'est pas possible, vous avez pas le droit. Donc Yannick lui explique bah écoute mes enfants ils dorment, il fait nuit, je me sens pas rassurée de reprendre la route là et donc je repars demain matin à la première heure, on reprend la route et tout ça. Et le gars, il dit bah ok, ça marche. Donc il Mais repart. le gars, il était quand même nerveux. Hmm. C'était Ouais. pas, il Donc dit il pas ça avec repart. bienveillance, lui, pour une fois. Et donc on se prépare psychologiquement le lendemain à se lever plus tôt que d'habitude et puis à partir. Et puis en fait, je sais pas, 30 minutes après, il Ouais. revient en fait, il retambourine à la porte. Et puis là, presque il nous menace, tu vois. Hmm. Vous pouvez pas rester, c'est pas possible et tout ça. Et Yannick dit bah tout à l'heure tu m'as dit que c'était ok. Du coup, non, vous pouvez pas rester. Donc Il on avait a une pris barre les de clés. fer dans la main et tout, tu sais, Ouais. en mode menaçant quand même. Voilà. On a dit, Donc du ouais, coup, ok, vas-y, ok, c'est bon. du coup on est parti. Donc on sait pas trop qui c'était. Est-ce que c'était un, je sais pas trop. Mais là on a bien eu les pétoches. Et c'est la seule fois en 5 ans, c'est la seule fois où on a eu Ouais, peur. La ouais, seule parce qu'il fois était où on a eu peur. agressif, lui, quand Ouais. même. Et du coup, c'était pas le Une fois meilleur en endroit. 5 ans, Ouais. Ouais, ça va. ça va. On va pas se Ouais. plaindre. Ok, incroyable toute cette aventure. Et si j'avance un petit peu sur aujourd'hui, vous Ouais. vous apprêtez à ouvrir une nouvelle page de votre aventure. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et ouais, nouveau chapitre de notre aventure, puisque là, on clôt le chapitre, on a atteint notre objectif, donc la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est. On a Hmm. profité pendant plus Ouais. d'1 an, puisqu'on est arrivé en Malaisie en février 2023. 2023. Donc on a profité à fond, c'était sensationnel, vraiment. Et donc la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait après. Et donc dans notre tête, voilà, pendant cette année, on a réfléchi à ce qu'on voulait pour la suite. Donc on sait ce qu'on veut pour la suite. Et donc retour en Europe. Sauf que retour en Europe, on va le faire par la route. Donc là, dans mardi ou mercredi prochain, Mercredi, c'est mercredi prochain, dans 4 jours, du coup. on passe en Chine. Voilà, on arrive en Chine et donc on va traverser l'Asie centrale. Du coup, pour rejoindre la Turquie, pour être en Turquie l'automne prochain. Donc ça va être 6 mois à peu près, 4, ouais, Non, c'est pas 4-5 6 mois, mois. c'est 4 mois, en fait. Très intense. On va faire beaucoup de routes. On va avoir un autre rythme de vie parce que du coup, nous, on a plutôt tendance à voyager très lentement, très doucement. On profite vraiment. Là, en tout cas, pour le mois qui vient, pour la Chine, on va pas avoir le choix. Il va falloir qu'on avance. On va rouler tous les jours, tous les jours. On sait qu'on a des gros montants de kilomètres à faire par moment parce que la Chine, par exemple, c'est 30 jours et environ entre 5 et 6 000 kilomètres à faire sur les 30 jours. Et ouais, ça va pas toujours être simple. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, du coup, qu'on vous dise tout, on rentre pas en Chine en véhicule comme on le souhaite. On est obligé de passer par une agence et d'avoir un guide. Donc, en fait, notre trajet, il a été défini à l'avance avec l'agence. Et donc là, on sait qu'on part pour 29 jours. On connaît notre itinéraire. Et donc, on va avoir un guide pendant ces 29 jours qui va nous accompagner
Et on a interdiction en fait d'aller à droite ou à gauche. Enfin voilà, il faut qu'on suive le trajet qui a été défini avec C'est l'agence. une forme d'escorte finalement. Vous êtes Exactement, Ouais, c'est escorté. un une petit forme peu. d'escorte. Mais c'est pas militaire. C'est comme si on avait un guide de voyage. Ça fait voyage organisé. Après voilà, la Chine est scalée et préfère gérer les véhicules étrangers qui sont sur son territoire. Ça, on peut l'entendre aussi. Ouais, On a eu la même chose aussi quand on était au début du Pakistan, sur la ouais. région du Balouchistan, et on l'a eu aussi un petit peu dans le nord, dans les montagnes. On est sous escorte militaire cette fois. Et du coup, pareil, on peut pas dévier de notre route, on peut pas faire du tourisme comme on a envie dans ces zones-là. Là, on a la chance de pouvoir définir un itinéraire avant, que j'ai préparé moi avec l'agence, selon ce qu'on avait envie de voir. Et ça nous permet quand même d'avoir un petit peu de flexibilité. Mais enfin, flexibilité au moment de le préparer. Maintenant, il y en a plus, c'est défini, il faut s'y tenir. Après, c'est courant dans quelques pays euh, où justement tu dois planifier ton itinéraire à l'avance. Après, soit tu as un guide, soit tu es escorté. Pour certains pays, on te met une balise GPS sur le véhicule. Et oui, il y a eu on a entendu parler de voyageurs qui avaient donc eux une balise GPS sur le véhicule et ils avaient dévié de leur route pour aller voir un site touristique qui était juste à côté de là où ils étaient. Et ils ont vu les militaires débarquer très rapidement. Quand je dis très rapidement, c'est pas une heure, hein, c'est quelques dizaines de minutes tout au plus, pour leur dire qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, qu'ils suivaient pas l'itinéraire qui était prévu et tout. Donc, ouais, parfois c'est très rude. Là, on se dit content quand même, parce qu'on a un guide avec nous qui va, même si c'est pas un guide de voyage, il n'est pas là pour nous raconter la Chine. On a quand même quelqu'un qui va pouvoir nous parler de la Chine et de comment ça se passe, la vie de tous les jours, les choses comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est assez intéressant, je trouve. Et vous avez quelques libertés dans cet itinéraire de pouvoir faire quelques stops que vous avez, donc comme tu disais, que vous avez déjà définis. Vous allez pouvoir faire un petit peu de découverte. Ouais, Oui, on va faire un petit peu de tourisme. Euh, on a on des, a quelques endroits qu'on on a des avait envie de journées même. faire et voilà, on va faire un peu de tourisme. Du coup, on va aller voir un temple Shaolin, on va aller voir une réserve de pandas, on va aller voir la Grande Muraille de Chine, on fait un arrêt à Pékin. Enfin voilà, ça On va a être 3 jours à Pékin, je crois, voilà. en tout, 2, 3 jours à Donc Pékin. non, ça va être intense, mais du coup, ça va être une chouette expérience. Et en tout cas, nous, on l'accueille comme ça. Enfin, ouais, nous, on l'accueille comme ça. On est très positif et très ouvert toujours. Et du coup, on voit du positif partout. Donc voilà, ça va être une chouette aventure. Et ça fait partie du jeu aussi, hein, Ouais. quand on voyage comme ça, on prend les avantages, mais aussi ce qui vient avec, les contraintes, et il faut jouer le jeu des règles du pays. Donc ça fait partie du voyage aussi. On est bien Ouais. d'accord. Ok. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous pourrez revenir à une vie sédentaire, quelle qu'elle soit, sous quelle forme qu'elle soit, mais est-ce que vous pensez qu'on est nomade toute sa vie ou est-ce qu'à un moment on se pose? Pas forcément toute sa vie. Je pense qu'il y a des choses, il y a des endroits qui peuvent t'appeler un petit peu plus. On a vu des pays en fait où on était, comment dire, où on se sentait bien. Où tu vois, on se disait, bah, si un jour on a envie de se poser, ça pourrait être pas mal. Il y a des villes, parfois, on est arrivé sur des villes où c'était cool. Mais aujourd'hui, on n'a pas envie de s'arrêter. Et aujourd'hui, on est bien comme on est. Et du coup, ouais, pour l'instant, on continue. Mais on garde ces endroits, ces villes, ces pays, on les garde un petit peu dans un coin, bah, plus que de peut-être de notre cœur, un petit peu quand même. Et c'est vrai que on y pense, mais pas tout de suite. C'est quoi une destination un peu coup de cœur comme ça, ou pourquoi pas, effectivement, si un jour il fallait se poser, ce serait où? Ah bah là, dernièrement, là, Luang Prabang au Laos, du coup, a pris une grosse partie de notre cœur, clairement. On est tombé vraiment sous le charme de cette ville. Ouais, On s'y est vraiment senti bien. Alors du coup, cette ville, elle a été un peu particulière parce que nous, on a commencé à la découvrir. On était pendant les fêtes de Pi donc le Nouvel An laotien. Donc c'était la ferveur, donc on se jetait de l'eau. C'était vraiment 4 jours
très intense. Donc ça a été vraiment une expérience magnifique. Oui. Et puis en fait, on a découvert le Luang Prabang après, très calme, très paisible, très apaisé, comme nous on aime en fait, clairement. Enfin, on est des individus qui sommes très calmes, très, enfin voilà, on est très sereins, enfin très. Et du coup, c'est vraiment une ville qui a résonné en nous, clairement. Donc, et je crois que c'est la première fois où vraiment, et nous et même les enfants. Hein. Du coup, on s'est dit ce serait ici, pourquoi pas quoi. Il y a des un villes, jour, si. Il y a des villes qu'on a aimées parce qu'on a aimé le tourisme, on a aimé les choses à voir dedans. Tu vois, moi, je pense par exemple à Istanbul. Enfin, j'ai vécu 20 ans à Paris, donc les grandes villes, ça me fait pas trop peur. Et Istanbul, c'est une ville que je trouve très belle. On avait Tbilissi aussi, qu'on avait beaucoup aimé. On a senti vraiment quelque chose aussi dans Tbilissi. Mais c'est des très, très grosses villes. Luang Prabang, à côté de ça, t'as l'impression que c'est un village. Il n'y a pas de gros immeubles, il n'y a pas de... Il y a des routes, il n'y a presque pas de voitures qui circulent, il n'y a que des scooters. Il n'y a pas de gens qui crient, c'est super calme. Et le soir, nous, c'est un truc qui nous fait halluciner quand on est au Laos, là, mais le soir à 21h, il n'y a plus rien. Tout le monde est chez soi, tout le monde est calme, tranquille. Même quand il y a pendant Pi Mai. Pi Mai, c'est la grosse stuff, vraiment, c'est un truc de fou. C'est la musique à fond partout dans la rue. Et c'est pas de la musique laotienne à fond. C'est de l'électro à fond. Ça tranche assez avec le style des gens. Ouais. Et pourtant, même dans tous ces bars, ces trucs comme ça, à 21h, il n'y a plus de bruit. À 21h, tout le monde est calme. Et en même temps, même s'il y a cette ferveur, les gens aussi sont hyper... bienveillants, ils ont un truc, les gens ici, c'est un truc de... Les Laotiens sont juste magnifiques, en fait. C'est un peuple qui est extraordinaire, vraiment, ouais. On va laisser un bout de nous au Laos, clairement. Ouais, on a vraiment... Franchement, on a vraiment kiffé le Laos, et Luang Prabang est magnifique. Ouais. Vraiment. Mais pas maintenant. Mais on a d'autres aventures. On a d'autres choses à faire. On a d'autres aventures à vivre. On a envie de continuer. C'est ça, je pense, qui est l'enjeu le plus compliqué, c'est le pas maintenant. Il reste encore ça à faire, il reste encore ça à faire. Alors, je sais pas, alors pour nous en tout cas, c'est pas compliqué parce que en fait, quand on a fait le choix de partir, en fait, la règle a toujours été à partir du moment où l'un de nous a envie, besoin d'arrêter, de se poser, c'est ok et en fait, on fait tout pour. On en parle, on trouve le pourquoi et on trouve le où, etc. Et du coup, si là, j'en sais rien, imaginons, moi je dise, en fait, on arrête et c'est là que je veux m'arrêter, et en fait, on aurait imaginé, de s'arrêter. Du coup, pour nous, c'est pas compliqué parce que ça fait partie de notre vie aussi, en fait. Il y a cette petite case-là qui est toujours présente pour nous. Ça doit rester une envie et une volonté de chacun d'être heureux dans cet équilibre-là. Exactement. Ouais, on a d'autres projets, on a d'autres envies et qui, pour l'instant, supplantent largement celle de s'arrêter. Ouais, clairement. Il y a une question que je vais poser juste avant. Entre le voyage, entre l'éducation des enfants, entre toute la logistique et toute la découverte aussi que ça emmène, vous avez trouvé du temps pour écrire un livre, pour raconter un peu toute votre histoire. Juste avant de parler un peu de votre livre, est-ce que vous avez du coup une journée type, une semaine type ou en tout cas une organisation? Comment est-ce que vous avez réussi à trouver l'équilibre entre profiter du voyage, gérer toute la partie logistique qu'on ne voit pas toujours mais qui est assez importante et continuer à en profiter? Comment est-ce que vous organisez ça? Alors, on se lève très tôt et on se couche très tard. Du coup, effectivement, il a fallu qu'on trouve un équilibre. Alors, les tout débuts ont été un peu chaotiques où on a testé, et là, depuis un an à peu près, ça a mis du temps quand même. Mais depuis un an à peu près, globalement, nos journées, on travaille le matin, donc entre 2 et 4 heures tous les jours, donc du lundi au dimanche. On n'a pas de vacances, on n'a pas de jours de pause. Enfin voilà, mais c'est un vrai choix qu'on a fait. Donc 2 à 4 heures de travail suivant si on fait de la route dans la journée ou si on est posé sur un spot. Enfin voilà, donc on s'arrange avec ça.
Et en gros, les après-midi, on les consacre à être soit avec les enfants, soit à visiter, soit Faire de la route. à faire de la route. Et on a toujours, on est très flexible, on reste toujours très flexible. Et donc, si on a besoin à un moment donné de se dire, ah ben, ce matin, on travaille pas et du coup, on va travailler plutôt ce soir parce qu'on a besoin de faire de la route de bonne heure, etc. En fait, on a cette, ouais, cette flexibilité de notre emploi du temps. On est freelance, donc nous, l'objectif, c'est de répondre aux besoins de nos clients quand ils en ont besoin. Donc, quand il y a une deadline, bah, on sait qu'on a tant de temps pour faire tel ou tel projet. Et après, peu importe comment nous, on gère notre temps, le client, lui, tout ce qu'il veut, c'est... parce que nous, ça reste notre priorité quand même. Ça reste, c'est d'avoir son projet entre les mains. Et donc, donc, globalement, on travaille le matin, mais il nous arrive d'être là de bosser le soir, voilà. Bah, en gros, c'est ça. Le matin, c'est école et travail. Après, on se lève à 6 heures le matin, donc ça nous laisse quand même un créneau assez large. Et l'après-midi, c'est pour tout le reste. Ouais. C'est le perso, c'est les enfants, c'est les choses comme ça. Et on gère comme ça, et ça marche bien. Ça marche bien. Là, on a réussi à trouver notre rythme, et ça, c'est cool. Ouais. Et du coup, cet équilibre vous a permis de trouver le temps d'écrire du coup votre histoire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? C'est toi, Sylviana, si je dis pas de bêtises, qui a pris la plume. Exactement, c'est moi qui ai pris la plume. Ça a été... Alors, en fait, c'est marrant parce que quand j'en parlais avec des amis, d'autres voyageurs ou quoi, tout le monde nous disait, oh là là, mais faut que tu écrives un livre, faut que tu fasses un film, faut que vous fassiez quelque chose de votre vie parce que, enfin, faut partager, en fait, c'est extraordinaire. Mais en fait, nous, tu sais, on voyait pas, c'est extraordinaire, c'est juste notre vie, en fait. Enfin, voilà, il y a rien de, il y a rien de sensationnel. Et puis, moi, perso, je souffre pas mal du syndrome de l'imposteur. Et du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais leur raconter aux gens? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ma vie? Enfin, clairement, c'est pas, voilà. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, allez, il faut que je me lance, parce que si je me lance pas, je le ferai pas. Et donc, j'ai posé mes premiers mots en Thaïlande. Du coup, on était arrivé à notre objectif. Donc, c'était peut-être que voilà, l'univers m'avait peut-être lancé des petits signes pour me dire allez, c'est là, c'est maintenant. Et donc, ouais, j'ai pris le temps d'écrire un livre sur notre aventure, donc des prémices de notre vie, de qui on est. Voilà, on parle dedans, je parle de nous, notre enfance à Yannick et moi, puisque ça a quand même, enfin, on pense que ce qu'on a vécu dans notre enfance ce sont des éléments hyper importants et qui font qui on est aujourd'hui. Et puis, je parle de notre choix d'instruction en famille, de nos choix de vie, puisque on est dans une démarche éco-responsable. Enfin voilà, on essaye de vivre de façon plus durable pour nos enfants, pour la planète, etc. Donc voilà, je parle de ça aussi dans le livre. Et puis je parle de nos aventures, du choix de notre véhicule, de où on est allé, des lieux qui nous ont fait vibrer aussi. Voilà. Hâte de pouvoir le lire, ce livre. Merci beaucoup. Combien de temps ça t'a pris? Ça m'a pris je sais pas, 6 mois à peu près, entre 6 et 8 mois. Ouais. Tu sais, j'ai mis du temps à commencer. À partir du moment où j'ai commencé, en fait, j'étais dans une... allez, j'écris. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais non, mais en fait, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Pourquoi ça va jamais marcher. Du coup, je me suis arrêtée. Et puis en fait, ça cogitait dans ma tête. Mais en fait, non, faut que je continue. Enfin voilà, ça a été un peu l'ascenseur émotionnel, ce livre, je t'avoue, intérieurement. Et voilà, je suis hyper contente. Alors, je l'ai pas eu moi encore entre les mains, mais du coup, ma sœur l'a reçu il y a quelques jours. Et du coup, je suis toute, je sais pas, je suis toute pleine d'émotions. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez formidable. C'est un énorme projet en temps, en investissement et investissement en temps, bien sûr, mais investissement émotionnel. Donc, je pense que oui, effectivement, tu peux être ému par ça, le fait d'avoir emmené ça au bout. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre?
Eh ben, ce livre, on peut le trouver sur Amazon. J'ai fait le choix de l'auto-édition pour ne pas être restreinte dans ce que j'avais envie de dire. En tout cas, j'avais envie d'exprimer des choses et voilà, je voulais avoir cette liberté de dire ce que j'avais envie de dire. Et donc, j'ai fait le choix de l'auto-édition. Donc, je suis passée par... donc, vous pouvez le trouver sur Amazon, à la fois en format e-book et en format broché aussi. Voilà, on mettra le lien. Enfin, je te donnerai le lien pour pouvoir le trouver. Oui, tout à fait. On rajoutera ça juste en dessous de la description de l'épisode. Super. Aujourd'hui, donc, ça fait 5 ans. Vous avez pas mal de recul. Si vous aviez un conseil à donner à une famille qui s'apprête à partir ou qui envisage de le faire mais qui ne sent pas trop, ce serait quoi le plus précieux conseil que vous pourriez partager aujourd'hui? S'écouter soi. Ouais. Et pas forcément écouter les autres, pas écouter Ouais. les gens qui vont te dire faut prendre tel moyen de locomotion, faut partir de telle façon. C'est fais ce qui te plaît. Nous, tu vois, nous on nous a dit au début, hein. En fait, nous enfin nous c'était un peu la déconvenue au début, hein, pour être très honnête, parce que on s'est rendu compte que ces familles qui voyageaient, les familles qu'on avait pris pour modèle au début, en fait, n'étaient pas du tout voyageaient pas vraiment comme ça. Tu vois, des familles qui voyagent en Afrique que j'avais pris, on a appris qu'ils avaient passé que quelques nuits pour faire leurs vidéos en pleine nature et que sinon ils dormaient dans des lodges. Il y avait des familles sur d'autres continents pareil qui allaient dans les campings pour faire les vidéos et qui dormaient en Airbnb. Et puis moi au début ça a été vraiment la déconvenue parce que nous on était partis quand même pour se dire on voyage comme ça sur une durée indéterminée. Et moi j'avais dit ça marche parce qu'ils regardent, ils le font. Et quand tu apprends qu'ils le font pas, en fait, tu dis ça marche pas. Faut pas se calquer sur ce que font les autres, en fait. Faut chercher ce qui te fait plaisir. Moi, je sais que le 4x4 avec la tente de toi, ça m'a vraiment fait kiffer parce que c'est l'aventure, vraiment. Tu peux aller partout, il y a rien qui t'arrête et ça c'est cool. Mais tu vois, ce qu'on envoyait, c'est pas du tout ce que Sylviana a trouvé quand on est parti. Le fait de se retrouver démuni face aux éléments, c'est parfois vraiment rude. C'est une tempête, on en a pris des tempêtes, quelques-unes, c'est pas simple à gérer. Et quand tu es dans un 4x4, tu dors sur ton siège, tu dors pas sur un lit. On a eu des journées où on a pris 24 heures de pluie non-stop. Quand il faut sortir pour aller cuisiner, que tu es sous la flotte, tu es sous la flotte en train de cuisiner, t'as pas le choix. Il y a des trucs, parfois c'est rude, c'est épuisant, et voilà, c'est pas tout rose comme on le dit. Donc il faut chercher ce qui te fait plaisir. Tes limites, c'est tes propres limites, c'est pas les limites des autres. Ce que tu as envie et ce que tu aimes faire, c'est ce que toi t'aimes faire en fait. Donc écoute-toi. C'est le seul conseil, enfin c'est le meilleur conseil je pense que je pourrais donner. Tu vois, je me serais écouté, j'aurais pas fait cette remorque. On n'aurait pas fait la remorque, on serait parti sans, ce serait allé plus vite. Aller chercher ce que tu es prêt à encaisser. Ouais, quelque chose qui te fait vibrer. Si tu vois, le 4x4, c'était, enfin, effectivement, on a vécu des super aventures. C'était bien 1 an, tu vois, pour l'aventure. C'est bien enfin voilà, où il faut être prêt psychologiquement à affronter les éléments enfin voilà. Mais vivre au quotidien, c'est difficile. Et du coup, ouais, moi, mon conseil comme Yannick, hein, c'est il faut s'écouter, il faut faire des choses qui vont vous faire vibrer, des choses qui vont vous donner envie d'aller plus loin, et effectivement pas écouter les autres et pas écouter son entourage forcément, puisque l'entourage a toujours peur. Et du coup, ces peurs, en fait, ils nous les donnent. Enfin voilà, ils nous font des jolis petits sacs de peur. Et du coup, oui, mais moi j'en fais quoi de ces peurs? En fait, c'est pas les miennes. Et du coup, enfin voilà, nous, on nous en a donné, on nous en a partagé des peurs, notre sécurité, etc. Et du coup, on disait aux gens, ok, on vous entend en fait, on entend vos craintes, etc. Mais c'est vos peurs en fait. C'est pas les nôtres, elles nous appartiennent pas. Moi, j'ai pas peur, donc j'y vais en fait. Ça me fait pas peur, donc j'y vais. Et en fait, on a bien fait parce que voilà, ça fait 5 ans et c'est voilà. On n'a pas eu de problème. Non. Donc, une magnifique aventure.
Ok. Si vous aviez une ressource quelconque, une formation, un livre, une chaîne YouTube, un compte Instagram, quelque chose qui vous inspire et qui vous apporte des choses au quotidien, dans quelque domaine que ce soit, ça peut être de l'IEF, ça peut être, éco-responsable, ça peut être plein de choses. Ce serait quoi? Alors moi, j'en ai plein. Alors professionnellement, et alors moi je le dis Ça parce peut être plusieurs. Ok. Mmh. Professionnellement déjà, parce que alors moi en tant que femme, moi je conseillerais de suivre Stéphanie du compte Kiffe ton nomadisme, qui donne des conseils merveilleux et hyper, comment je vais dire, hyper pertinent en fait, et moi qui m'ont fait Ouais. bouger, enfin voilà, qui m'ont voilà, qui font qui je suis aujourd'hui professionnellement aussi, qui m'ont fait me trouver ma place en tant que femme entrepreneur nomade. Voilà, donc professionnellement, pour les femmes, je conseillerais de suivre du coup Stéphanie. Euh, Après, nous on écoute pas mal de podcasts aussi. Du côté éducation, je vais conseiller le podcast Papatriarcat, où Cédric, alors du coup on partage les mêmes valeurs avec Ouais. Cédric, et du coup tout ce qui, enfin ses invités, nous à chaque fois ça nous conforte on est là, non mais clairement, enfin voilà, ça nous conforte dans nos choix, ça nous conforte dans notre manière d'éduquer nos enfants, ou voilà, et donc Papatriarcat. Et puis parce qu'on est écolo mais qu'on aime aussi beaucoup rire, on conseillerait le podcast de Swan Périssé, euh, qui s'appelle, alors attends, C'est vrai, il n'y a plus de il saison. y a plus de saison, voilà, de Swan Périssé, Il y a où plus du de coup saison, OK, elle je connais invite, pas. ok, du coup elle invite des personnes engagées écologiquement, donc des activistes, des scientifiques, etc., et pour parler de sujets hyper pertinents et hyper sérieux, mais du coup tout en apportant sa tonne, enfin son ton d'humour, C'est pas voilà, un que ton, c'est nous une tonne d'humour. Ouais. une C'est tonne c'est- c'est le d'humour, mot, je voilà. pense, qui convient bien. Donc elle nous fait rire et en même temps elle nous parle de sujets hyper. Donc ça c'est les Mm. trois, Ouais. ouais, c'est les trois comptes que je conseillerais de suivre les yeux fermés. En tout cas nous qui nous accompagnent. OK, c'est parfait. On les rajoutera du coup, les liens en description de l'épisode. Une dernière chose, je pense qu'on a fait un très bon tour. Une dernière chose, où est-ce qu'on peut vous suivre sur, à quels endroits on peut vous suivre, voir un petit peu tout votre parcours? Alors du coup, on a un compte Instagram qui s'appelle L'amour en vadrouille, où vous pouvez suivre nos aventures, voilà, au quotidien. Je partage notre quotidien, nos visites, et puis aussi voilà ce qu'on ressent quand on a des émotions à faire passer. Voilà, on les partage là. Si vous voulez nous soutenir aussi professionnellement, vous pouvez parler de nous autour de vous. Du coup, nous, c'est Wolfpack Edition. On a aussi un compte Instagram. Du coup, c'est venir voilà, parler de nous. Si vous avez besoin d'un site internet ou quoi, pas hésiter. Voilà, on sera ravis de pouvoir vous accompagner. On a aussi un compte Facebook, L'amour en vadrouille. Et puis, on a un blog, donc l'amourenvadrouille.com. Je partage des articles, donc j'écris mes articles de blog sur notre quotidien, aussi sur ce qu'on vit au quotidien. Et je vais rentrer plus dans les détails sur ce qu'on vit. Et sur ces articles aussi, j'ai à cœur, mais depuis le début en fait. Alors est-ce que c'est le fait qu'on soit en instruction en famille ou je ne sais pas, mais j'ai toujours à cœur d'instruire, en tout cas d'apporter quelque chose, d'apprendre des choses aux autres. Donc par exemple, clairement là en ce moment on est dans une région du Laos où il y a beaucoup de minorités ethniques. Du coup, j'ai Ouais. commencé à écrire mon article et je vais parler de ces minorités ethniques qu'on connaît peu, qu'on connaît pas, on ne sait pas comment elles vivent, et du coup voilà. Donc sur le blog, je rentre plus dans de l'instructif, on va dire, voilà. Ouais. J'ai déjà eu l'occasion d'aller lire quelques articles. Je suis tombée dessus par hasard et je peux vous confirmer qu'ils sont vraiment très très bien faits et qu'ils apportent plein de choses. Merci beaucoup. Super, je pense qu'on a fait un très très bon épisode. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec vous. Je vais vous remercier sincèrement d'avoir accepté ce premier rendez-vous avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Nous avons Excellent passé un moment. très bon moment. Merci encore pour cette invitation. On est très touchés que tu aies pensé à nous. Ça nous fait, enfin voilà, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis
On souhaite une longue vie à ton podcast qui s'annonce vraiment être une belle pépite et je pense que ça fera partie de nos podcasts qu'on écoutera sur nos routes je ne sais pas où, au fin fond du Kirghizistan. Autour du monde. Voilà, autour du monde en tout cas, c'est sûr. Eh ben, c'est le but. Merci beaucoup à vous deux. Encore merci pour cet épisode qui était vraiment très très intéressant. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à le partager à vos proches, à laisser un commentaire et 5 étoiles pour lui permettre de voyager au-delà des frontières. Je suis Aurélie de la famille My Nomade et je vous dis à bientôt.